Allez, c'est pas facile à faire, Brice Teinturier, surtout après la nuit que vous avez passée. Vous me donnez le fait le plus marquant, à vos yeux, d'enquêteur, de ce qui s'est passé hier soir. Le fait le plus marquant, je crois que c'est quand même incontestablement la dynamique du Front National qui s'est poursuivie, qui n'est pas une surprise, qui avait été mesurée depuis longtemps, qui n'est pas un fait nouveau non plus, qui a été consolidé par toute une série d'événements, qui vient de loin. Les migrants, les attentats, tout cela ont été des facteurs qui ont consolidé cette dynamique. Et elle met malgré tout sous pression la droite. On voit très bien qu'aujourd'hui, on a 3 blocs, dont l'un est désuni, le bloc de gauche, un bloc de droite et un bloc Front National, et que pour le coup, la droite, sociologiquement notamment, se retrouve un peu coincée, étriquée entre ce Front National et cet alliage de gauche qui fait qu'elle est souvent en 3e position, en dernière position sur des catégories sociales, des tranches d'âge, toute une série d'indicateurs. Donc la victoire du Front National et le fait que notre vie politique soit aujourd'hui en effet sous le règne de 3 formations politiques, enfin le tripartisme confirmé. Là pour le coup il est vraiment confirmé et je pense que l'autre information et qui est beaucoup plus embêtante pour nous, c'est que nous avons des seconds tours qui sont totalement indiscernables. Parce qu'à chaque fois, on se raconte une histoire, souvent on se dit à l'issue du premier tour, une campagne commence, etc. Oui. Mais on sait très bien qu'en réalité, les résultats du second tour sont dans le premier tour. Et là, véritablement, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est la vraie percée du FN ou c'est aussi l'effondrement des 2 autres formations, en l'occurrence les Républicains et le Parti Socialiste? Ce n'est pas l'effondrement de la gauche, pardon, mais la gauche résiste plutôt bien. On a un bloc de gauche qui est à 38%. Oui. En perdant au minimum 17 régions? Oui, non, mais si vous prenez les rapports de force nationaux en voix, vous avez un bloc de gauche qui aujourd'hui progresse assez substantiellement par rapport aux départementales et aux européennes. Alors à l'intérieur de ce bloc de gauche, il y a de grandes différences. Mais 23,5 pour les listes PS, je vous assure qu'elles auraient acheté cela il y a encore quelques jours. Ça n'en pas douté. Donc tout le monde n'a pas la gueule de bois au même niveau pour reprendre votre expression. La dose de citrate de bétaïne n'est pas la même, n'est pas la même pour le bétadine, c'est autre chose, n'est pas la même pour tout le monde. C'est les blessures. Combien de millions de Français votent? Il y a des chiffres, vous savez, combien de millions de Français votent régulièrement Front National? C'est peut-être ça. Un des éléments importants, effectivement, c'est que le Front National est de la forme... Peu ou prou 6 millions, c'est ça? Oui, on est à un peu plus de 6 millions d'électeurs. Énorme. 6 millions... Par rapport à ce qu'on a... Oui, on est à un peu plus de 6 millions d'électeurs. Énorme. 6 millions... Par rapport à ce qu'on a connu de l'histoire de ce parti. C'est un petit peu moins que la présidentielle, 6 400 000, mais c'est mieux que les départementales, c'est mieux que les européennes. Et surtout, quand vous regardez les électeurs et les votes passés, eh bien, vous vous rendez compte que c'est Marine Le Pen qui consolide le mieux son électorat de 2012, c'est-à-dire qu'elle en conserve le plus, qui revote Front National en 2015, et elle l'élargit. Alors que Nicolas Sarkozy perd un peu de ses électeurs, François Hollande perd un peu, elle est dans une dynamique de consolidation de son électorat, de fidélisation et d'élargissement. Ce qui veut dire, Jean-Yves Camus, qu'il faut cesser d'analyser tout ça comme un vote de rejet ou un vote d'humeur systématiquement, comme on le fait à chaque fois? Ou comme on l'a beaucoup fait? Ça fait déjà assez longtemps que nous sommes un certain nombre à le répéter. Il faut cesser de considérer que c'est uniquement un vote de protestation. Il faut aussi considérer que c'est uniquement un vote qui tiendrait à la crise économique et à la persistance du chômage. C'est une contestation globale, massive, des élites politiques, de leur mode de recrutement, de leur longévité, de cette mascarade qu'on a vue encore hier soir. Il consiste à ce que chacun rejette systématiquement sur l'autre la responsabilité des échecs passés sans faire la moindre introspection, dire que la République a reculé depuis 4 ans. Alors elle aurait reculé comme ça, subitement, du jour où François Hollande a été élu, sans admettre que le mouvement est beaucoup plus profond. Je crois que c'est cela véritablement qui fait qu'aujourd'hui, il y a 6 millions de Français qui sont dans une optique qui consiste à renverser la table. Faut qu'on cesse de tournicoter autour des termes qu'on emploie, c'est un vote d'adhésion. C'est un vote d'adhésion à un certain nombre de fondamentaux simples, mais sur la question de l'identité, sur la question de l'immigration, sur la question de la demande d'ordre, qui n'est pas uniquement une demande d'ordre sécuritaire, mais de retour à des valeurs d'autorité, à des valeurs d'ordre, à des valeurs de sécurité culturelle, oui, évidemment. Roland Quérol, qu'est-ce que vous retenez de cette soirée? Comme tout le monde, le fait qu'on a un Front National à 27,8% des suffrages exprimés,
record historique. Et le fait, j'entendais en me garant sur une radio d'information continue, il y avait un débat qui s'ouvrait sur pourquoi le Front National est si haut. Et Nicolas Bay, qui est le secrétaire général du Front National, lui-même tête de liste avec un assez beau résultat en Normandie, disait, voilà, c'est très simple, les Français ont compris que nous avions raison, ou ce que nous disions sur l'immigration, la sécurité et l'islamisme radical. Et c'est ça quand même, il est, je crois, dans le vrai. Alors moi, cette histoire de vote de protestation ou d'adhésion, ça me paraît absolument sans intérêt. La plupart des électeurs du Front National ne savent pas ce qu'il y a dans le programme du Front National. Et même quand il y a eu des sondages qui disaient qu'ils étaient d'accord avec le programme régional proposé par leurs candidats, il n'y avait souvent pas de programme régional, mais bon, on dit toujours volontiers qu'on adhère au programme. Moi, je crois que ce qui se passe réellement, c'est que dans ce pays qui est en effet taraudé par les problèmes de l'existence d'une communauté arabo-musulmane ou d'origine musulmane importante, il y a des gens qui veulent dire non, alors c'est une adhésion à quelque chose, mais c'est une adhésion à une réponse terriblement négative à la gauche et à la droite, d'abord sur ces problèmes d'immigration, de sécurité et d'islam. On est dans des élections régionales. Est-ce que les Français qui votent Front National ont les mêmes motivations que ceux qui votent Front National dans le sud et dans le sud-est de la France, que ceux qui votent Front National dans le sud et dans le sud-est de la France? On sait parfaitement que ce n'est pas exactement les mêmes, notamment socialement, et que de point de vue de l'origine politique, il y a 1000 études là-dessus qui nous montrent qu'il y a une différence entre une origine plus ouvrière et plus, disons, pour faire bref, à gauche dans le Nord, et une origine plus droitière et plus commerçant, artisan, petite profession de classe moyenne dans le Sud. Mais ce qui unit tout cela, c'est précisément le fonds de commerce du Front National. Les thèmes que vous venez d'évoquer. Sur les thèmes que je viens d'évoquer. Ils ont les mêmes obsessions. Hein. Le Front National se caractérise en termes de motivation du vote par un triptyque qui est l'unique formation à générer auprès de ses électeurs. C'est l'immigration, la sécurité, la menace terroriste. C'est ça les trois premières motivations des électeurs. Tous les tabous de la société française. Ah mais ça, on l'a totalement. D'accord. Et depuis longtemps, ce n'est pas la menace terroriste, il y a un effet de contexte, il y a un effet de nationalisation de la campagne. Mais c'est quelque chose qui est très profondément ancré, le déclinisme aussi, la critique des élites. Il n'y a pas grand-chose de nouveau sur ces aspects-là. Là, ce qui devient nouveau, c'est que la mayonnaise prend de plus en plus, que la dynamique s'opère, et qu'elle s'opère au détriment des partis de gouvernement de manière de plus en plus appuyée. Ce qui veut quand même dire au passage que quand on entend des leaders politiques nous expliquer qu'il faut prendre le Front National sur son programme économique ou sur son programme européen, ils sont à côté de la plaque. Du fifrelin. Absolument. Yves Tréhard, et on va découvrir le premier reportage de cette émission. Je crois qu'il y a une quatrième composante qui n'a pas été présentée, c'est celle des abstentionnistes. Hein, quand même, il faut quand même le souligner. Il y a un Français sur deux qui n'a pas voté. Un Français sur deux n'a pas voté. Hein. Hier. Alors c'est assez classique dans des élections intermédiaires, des élections régionales. Mais moi, je pensais qu'il y aurait un peu plus de monde dans les bureaux de vote, pour tout vous dire. Il y en a eu plus qu'en 2010 aux précédentes élections régionales. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, moi je suis assez évidemment d'accord avec tout le monde, mais je crois que c'est un rejet qui vient de très loin. Peut-être un vote d'adhésion, mais il y a un rejet. C'est quoi ce vote-là? C'est la faillite des deux autres grandes formations politiques depuis 30 ans. On est dans un chômage de masse depuis 30 ans. Les Français, en tous les cas ces Français-là, ont le sentiment que l'école, pas de réforme de ce point de vue. Il y a une fiscalité, la France est un des pays de ce point de vue. Il y a une fiscalité, la France est un des pays où la fiscalité est une des plus fortes dans les pays de l'OCDE et en Europe notamment. Donc si vous voulez, c'est la composante de ça. Et on ajoute à cela une chose qui, à mon avis, qui revient dans toutes les conversations, c'est ils nous font tout le temps des promesses, ils ne tiennent jamais leurs promesses et ils ne changent rien. Ça fait un bon titre de livre de Roland Quérol. Hein. Exactement. Tenez enfin vos promesses. C'est le titre du dernier livre de Roland. C'est ça, tenez vos promesses, je crois. Non, tenez enfin vos promesses. Mais c'est ça qu'ils disent aussi. Vous nous dites à chaque fois, à chaque consultation électorale, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. Moralité, rien ne change.
On va donc remonter le fil de cette soirée particulière dans l'histoire politique de notre pays. Une personne n'est éligible que dans 3 régions, alors qu'il en contrôlait 21 sur 22. Quant aux Républicains, ils égalent leur score de 2010 et sont en tête dans 4 régions. Retour sur les scores de ce premier région, alors qu'il en contrôlait 21 sur 22. Quant aux Républicains, ils égalent leur score de 2010 et sont en tête dans 4 régions. Retour sur les scores de ce premier tour des élections régionales avec Sarah Sisman. Des militants frontistes qui exultent à l'annonce des résultats. Et Marine Le Pen, tout sourire, qui égrène la liste de ses victoires. Je suis fière de tous les candidats, de Marion, de Florian, de Louis, de Philippe Loiseau, de Gilles Pénel. Nous avons encore une fois enregistré ce soir des scores qui sont absolument historiques. Le parti est premier au niveau national et arrive en tête dans 6 régions de France. 40,6% au premier tour pour Marine Le Pen, même score pour Marion Maréchal en PACA, tandis que Florian Philippot totalise 36,1% des voix dans le Grand Est et Louis Alliot 31,8% en Midi-Pyrénées. Largement en tête dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Marine Le Pen aborde ce deuxième tour en position de force. Nous remercions de cette marque éminente de confiance tous les militants et les électeurs qui ont permis par leur engagement, leur soutien, leur vote, ce résultat magnifique que nous accueillons avec humilité, avec gravité et avec un sens profond des responsabilités. Arrivé en deuxième position avec 25% des voix, Xavier Bertrand dramatise l'enjeu et se présente comme la seule alternative possible à l'extrême droite. Voter Front National conduira la région à une voie sans issue et au déclin définitif. Je dis aux électeurs de la gauche, qui étaient particulièrement désunis au premier tour de ce scrutin, qu'ils peuvent se retrouver dans le projet que je conduis. Mais au QG du PS, les militants accusent le coup. Dans cette région pourtant ancrée à gauche, il n'y aura aucun élu socialiste. Le candidat annonce son désistement du deuxième tour. N'ayant pas du tout l'intention de participer, si peu que ce soit, à la victoire dimanche prochain de Mme Le Pen, j'ai décidé de retirer ma liste et de faire barrage au Front National. Pour la droite et le centre, l'enjeu était d'arriver premier au niveau national. Pari raté, ils sont deuxièmes derrière le FN et n'arrivent en tête que dans 4 régions. C'est le cas de Laurent Wauquiez dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, de Bruno Retailleau dans les Pays de la Loire et d'Hervé Morin en Normandie. Valérie Pécresse, elle, remporte la première manche en Île-de-France et affichait hier son ambition. Pour la première fois depuis 1998, la droite et le centre sont en mesure de remporter la première région de notre pays et de mettre fin à 17 ans d'échecs en matière d'emploi, de transport, de logement et de pollution. Derrière elle, Claude Bartolone, avec 25,2% des voix, ne s'avoue pas vaincu et mise sur la fusion des listes à gauche. J'en appelle au peuple de gauche et à tous les écologistes en Île-de-France. J'appelle au plus large rassemblement. Un rassemblement total, pas une voix de gauche. Et des écologistes ne doit manquer dimanche prochain. Car il devra affronter lors d'une triangulaire le candidat FN, arrivé 3e avec 18,4%, un score historique. Nous sommes les seuls, par exemple, en Île-de-France, et nous le savons, et tous les électeurs, et beaucoup d'électeurs nous l'ont dit pendant la campagne, à pouvoir faire rétablir la République et faire revenir la République dans les quartiers sabotés d'Île-de-France et dans les quartiers oubliés d'Île-de-France. Une chose est sûre, les électeurs ont sanctionné le Parti socialiste, qui n'arrive en tête que dans 3 régions. Parmi les rescapés, Alain Rousset, l'actuel président de la région Aquitaine depuis 1998, et un certain Jean-Yves Le Drian. Le ministre de la Défense, plébiscité dans une période si particulière, peut-être parce qu'il incarne l'ordre et la sécurité. Alors, on a évidemment tant de questions à vous poser. La première sera une question de téléspectatrice ou de téléspectateur. Mais où est passé Manuel Valls, d'habitude prompt à réagir et à s'enflammer? On ne l'entend guère. Alors, je précise à nos téléspectateurs que ce qu'on pourrait présenter de façon un peu polémique, comme les 2 perdants de cette élection, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy et de France 2. Voilà, il est passé où, Manuel Valls? De France 2. Voilà, il est passé où, Manuel Valls?
Il avait ordre, je crois, de ne pas trop s'exprimer, puisque tout était calé depuis l'Élysée. En fait, c'est Hollande qui a dirigé cette soirée électorale. La soirée électorale était dirigée par François Hollande. C'est Hollande qui a dit à Cambadélis, c'est comme ça qu'on va faire. Et d'ailleurs, Manuel Valls n'était pas loin d'être sur cette ligne, parce que souvenez-vous, on l'a un peu oublié. Il est chef de tout, il est chef de guerre, chef d'élection. Oui, enfin bon, Nicolas Sarkozy à droite, c'était pareil quand il était président de la République. C'est pas faux. Oui. Donc Manuel Valls, avant les attaques du 13 novembre, on l'a un peu oublié, était carrément pour la fusion des listes, lui. C'est-à-dire que là où le Front National était en tête, il préconisait, et il prêchait un peu dans le désert, parce que beaucoup de socialistes étaient hostiles à cette idée, à une fusion, ce qui était impossible d'ailleurs, une fusion des listes de droite républicains et de socialistes. Et là, il est resté en retrait. Et en plus, je crois que s'il est resté en retrait, il y avait avantage, personnellement, parce qu'on ne peut pas dire que le résultat soit très flatteur, et que Manuel Valls est un garçon qui voit loin, donc il avait plutôt intérêt à se préserver. Mais cela dit, il est au charbon dès ce soir. On commente les résultats de cette soirée. Le Front National peut, selon vous, gagner combien de régions? Je ne veux pas vous faire voilà. Mais est-ce qu'ils peuvent en gagner 3, 4? Je rappelle, sur les 6 régions, entre 30 et 40% des électeurs. C'est quand même important. Je rappelle, sur les 6 régions, entre 30 et 40% des électeurs. C'est quand même important. C'est extraordinairement difficile à dire. Mais vraiment, ce n'est pas une question de prudence. C'est parce qu'on est dans des scénarios qui sont tout à fait différents, suivant la mobilisation des abstentionnistes qu'on va avoir. Sur le papier, oui, le Front National peut gagner. Il peut gagner en région PACA, il peut gagner en Nord-Pas-de-Calais. S'il n'y a pas de fusion, comme on le dit, en Alsace, entre les listes Masseret et Isricher, là aussi, il y a une possibilité. Apparemment, il n'y aura vraiment pas de fusion. Mais bon. En Normandie, c'est extrêmement serré. Et en Bourgogne-Franche-Comté, vous avez aussi une possibilité. Donc, il y a des possibles jusqu'à 4 ou 5 régions. Ça ne veut ça ne veut absolument pas dire qu'il va les gagner. Mais ça veut dire qu'on est dans un schéma, et c'est ça qui est quand même totalement inédit, où réellement, objectivement, la question se pose, et elle se pose rationnellement avec des possibilités pour le Front National. Roland Quérol, jusqu'à combien de régions? Moi, je dirais entre 0 et 3. Il y a le problème, évidemment, il y a d'abord Nord-Pas-de-Calais, Picardie et PACA. Bien sûr. Parce que dans les deux cas, la candidate du Front National dépasse 40% et que l'histoire électorale nous enseigne que c'est très difficile d'empêcher de gagner quelqu'un qui dépasse 40% au premier tour. Ah oui? Ouais. C'est pas une loi, mais c'en est presque. C'est à la fois une dynamique et une... Voilà. Et, en revanche, on sait qu'il y a ce fameux plafond de verre. Moi, juste une petite question qui m'amuse. Est-il possible, vu les rapports familiaux, que Marion, que Marion Maréchal Le Pen gagne dans le sud et que sa tante perde dans le nord? Je pense qu'elle est en effet mieux placée que sa tante. Ne serait-ce que parce que faire en sorte que les électeurs de gauche votent massivement pour M. Estrosi, qui a quand même lui-même longtemps flirté avec le Front National et qui n'est pas vraiment à la gauche des Républicains, c'est dur, quoi. Il y a des gens qui ne voudront pas se faire cette violence. Donc, moi, il me semble que la plus favorite de toutes, c'est Marion Maréchal Le Pen. Oui. Alors, je dis donc, cette habitude, 40%, mais en même temps, on sait qu'il y a le fameux plafond de verre. C'est 50%. Le Front National, jusqu'à maintenant, n'y arrive pas. Passer de 40 à 50, c'est d'une certaine façon très difficile. Elle n'a pas de réserve de voix. Et symboliquement, l'idée de mettre au pouvoir exécutif régional quelqu'un du Front National peut arrêter certains électeurs. Donc, c'est pas fait non plus. Si le désistement républicain fonctionne pleinement, si c'est rejoint par des abstentionnistes du premier tour qui viennent s'exprimer, c'est pas joué. Et puis, pour moi, la troisième, c'est en effet la grande région Est, dans laquelle, s'il continue à y avoir vraiment une liste Masseret qui se présente avec une liste Richert, techniquement, je dirais quasi automatiquement, ça favorise Florian Philippot. Alors, moi, je suis sans doute un peu naïf. J'imagine que les négociations ne sont pas finies sur place et que
Monsieur Masseret a par 2 fois confirmé qu'il a redéposé sa liste et je pense même que c'est déjà fait. Oui. En revanche, visiblement, il peut se faire torpiller. Le Parti socialiste, si j'ai bien compris, il peut intervenir auprès de ceux qui sont inscrits sur ces listes pour qu'un à un, ils se désagrègent. Plein de choses peuvent Donc, à mon avis, la sulfateuse de Solferino va passer par là. Le fait, en revanche, qu'il perde l'étiquette socialiste me paraît pas très grave pour lui. Il est suffisamment connu dans sa région. Mais enfin, voilà, l'imple de battre Florian Philippot, et on pourra dire, comme c'est arrivé, battre Florian Philippot, et on pourra dire, comme c'est arrivé dans les 2 cas d'élus, des 2 parlementaires élus au Parlement aujourd'hui, ils n'ont été élus que parce que le désistement républicain, décidé à l'époque, n'avait pas marché, n'avait pas été respecté. Donc là, si M. Masseret réellement ne respecte pas, il y a vraiment une possibilité arithmétique. Jean-Yves Camus. Les résultats vont être effectivement extrêmement serrés, entre 0 et 2, avec pour moi aussi une forte possibilité pour que Marion Maréchal soit celle qui l'emporte, et en tout cas qui l'emporte le mieux. On ne peut pas négliger non plus l'hypothèse selon laquelle certains abstentionnistes du premier tour décideraient de voler au secours de la victoire frontiste. Les abstentionnistes peuvent aller dans les 2 sens. Oui, vous voulez dire que les abstentionnistes, ça ne marche pas uniquement pour faire barrage au Front National. Non, ça ne marche pas uniquement sur le mode on s'est abstenu au premier tour, mais là, véritablement, il y a péril, on va voter. Ça peut être aussi des gens qui, au second tour, considèrent que là, il faut véritablement donner le coup de boutoir final. Vous savez qu'il y a en moyenne 20% de transfert d'abstention d'un tour à l'autre. À peu près 20% des gens qui se sont abstenus au premier tour et qui vont voter au deuxième, et réciproquement, des gens qui y sont allés et n'y vont plus. Donc, voilà, faisons pas comme si c'était une masse, même si on a 50% d'abstention. C'est très intéressant ce que vous nous dites, bien sûr. Ça ne sera pas exactement les mêmes. Oui. Il y a même davantage de nouveaux électeurs, puisque le second tour des régionales, traditionnellement, mobilise plus que le premier tour. Donc, dans les flux qu'indique Roland Quérol, il y a un solde qui, en réalité, est encore plus fort pour le second tour. Donc, il y a des réserves pour le Front National chez les abstentionnistes. Il y a des réserves chez les électorats, comme l'électorat de Nicolas Dupont-Aignan. Parfois, c'est 3-4 points au premier tour. Et dans ce qu'on peut observer des matrices de report, tous ne vont pas soit dans l'abstention, soit sur les listes de droite. Il y a toujours 1-2 points qui vont au Front National. Yves Tréhard, et je reviens à Val-Sarkozy, parce qu'on s'interroge pour ça, mais qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire ce soir quand même? Écoutez, on va voir, parce qu'on parle beaucoup du Front National. Tout à l'heure, on disait que le Parti Socialiste avait quand même limité la casse en nombre de voix. La grande inconnue aujourd'hui, c'est quand même la droite républicaine, UDI, Modem, qui forme d'ailleurs un ensemble assez incertain, puisqu'on connaît la détestation intime entre M. Bayrou et M. Sarkozy. Mais l'un des grands perdants, c'est pour ça que le Front National, c'est pas uniquement en nombre de régions qui gagne, c'est aussi en nombre de régions qui va faire perdre éventuellement aux uns et aux autres, et surtout à la droite. Je pense à une région comme, faire perdre ou pas gagner, comme une région comme le centre Val-de-Loire, c'est-à-dire autour d'Orléans. On peut se poser aussi la question des Pays de la Loire, moins. La Normandie est quand même très très tangente. Monsieur Morin, je crois, a à peine un point de plus que le candidat du Front National. Donc là, il peut avoir un rôle à jouer, le Front National, en faisant perdre à la droite classique, des régions. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est parti avec un postulat, il y a quelques mois, quand même, en disant ça va être un raz-de-marée républicain, UDI, Modem, éventuellement, mais un raz-de-marée, pourquoi? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a un mécontentement vis-à-vis du pouvoir exécutif qui est très fort, plus fort qu'à l'accoutumée, et deuxièmement parce que généralement... Qui avait donné, il y a 6 ans, le résultat qu'on a connu pour les socialistes, sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Et en plus, traditionnellement, l'équipe en place, perd les élections intermédiaires. Mais là, c'est pas du tout ce qui se produit. Là, on est avec une France complètement éclatée, avec 3 forces d'égale puissance, si je puis dire, et qui peuvent se répartir en 3 les régions. Et là où on pensait que... Il y a des sondages il y a 2 mois qui donnaient Marine Le Pen avec un tiers des électeurs. Hein. Oui, je parle il y a plusieurs mois. Ah, d'accord. Donc tout ça a été rebattu, et on voit que ça va être une semaine très compliquée pour la droite, UDI, Républicain, Modem. Et si les dégâts sont importants dimanche prochain, je peux vous dire qu'on est à la veille d'un mouvement de plaque tectonique à l'intérieur, y compris du Parti républicain, qui sera très fort.
Est-ce que je peux rajouter un point sur ces questions du Front National? Oui. C'est que le vote utile, en général, il jouait plutôt en faveur des listes LR ou UMP dans le passé, parce que les électeurs du Front National du premier tour, même quand le Front National était présent au second tour, se disaient de toute façon on ne peut pas gagner, donc ils arbitraient pour partir. Il y a une sorte de démotivation. Voilà. Sauf que là, le vote utile, il peut jouer dans certaines régions en faveur du Front National, c'est-à-dire que des électeurs peuvent rationnellement se dire il est utile de voter pour le Front National puisqu'il est en capacité cette fois-ci de gagner. Et c'est là où les choses deviennent plus compliquées pour notamment le bloc de droite LR, UDI, Modem. Alors, excusez-moi, mais je reviens à ce que j'appelais mes deux perdants. Oui. Alors, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Valls. Qu'est-ce qu'ils nous disent ce soir? Nicolas Sarkozy va jouer la carte de l'unité maximum, mais il faut dire que l'UDI n'est pas sur cette ligne-là, justement, ce qui complique un peu la donne. Le Modem non plus, mais le Modem est plus accessible. Dire que l'UDI n'est pas sur cette ligne-là, justement, ce qui complique un peu la donne. Le Modem non plus, mais le Modem est plus accessoire. Donc il va jouer cette carte-là et je pense que les Républicains n'ont pas intérêt à faire trop de dissonance d'ici à dimanche prochain parce qu'il y a une région qui veut absolument gagner et qui pourra d'une certaine façon masquer ce qui aurait pu mieux marcher, c'est-à-dire l'Île-de-France. Oui. Si jamais Mme Pécresse arrive à gagner l'Île-de-France, et elle est en position pour, ça va être serré, mais elle est en position pour pouvoir la gagner, c'est quand même très important pour elle. Et puis ils se disent aussi qu'ils peuvent peut-être sauver les meubles, surtout en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, face à Marine Le Pen. Et Marine Le Pen battue, c'est quand même un symbole important en prévision des prochaines échéances. Ça, c'est la première des choses pour Nicolas Sarkozy. Pour Manuel Valls, je pense que Manuel Valls... Dans 8 jours, il faudra tirer les enseignements. Hein. Et donc, il y a des questions qui se poseront. Si c'est une grosse baffe pour les socialistes... Dès lundi prochain, ça va être des questions dans tous les sens, notamment au sein des Républicains. Pour ce qui est de Manuel Valls, je pense qu'il va rappeler... quelque chose qui était assez étonnant de la part de Jean-Christophe Cambadélis hier soir. Il a commencé son propos en disant « le bloc des gauches est le premier camp politique en France ». Je ne suis pas persuadé que vis-à-vis des Français, c'est quelque chose qui soit reçu avec... On peut même penser l'inverse, si vous voulez mon avis. Voilà. C'est un bloc très hétérogène, parce qu'il faut réinsister là-dessus. Le Front de gauche et le PS et les écologistes, c'est loin de former un bloc homogène. Donc là-dessus, il y a une vraie fragilité, une vraie différence par rapport à l'alliance qu'on avait partout. Macron, Mélenchon, Laurent, Emmanuel Coste, c'est pas exactement le... On se demande ce qu'ils font ensemble, parfois. Souvent même. Jean-Yves Camus. Moi, ce qui m'intéresse presque davantage que le score du Front National, c'est effectivement cette affaire de tectonique des plaques qu'on va voir à l'œuvre au sein des Républicains à partir de lundi. Cette grande modification de la cartographie des droites qui n'avait pas eu lieu après la présidentielle de 2012, d'abord parce que la défaite de Nicolas Sarkozy n'était quand même pas si énorme que ça, et ensuite parce que très vite, la cote de popularité du nouvel exécutif s'est effondrée. Donc on a fait à la va comme je te pousse, on a gardé la façade, mais là, il est clair que la tactique de Nicolas Sarkozy consistant à dire « je suis le rempart contre le Front National », visiblement, ça ne marche pas. Et que si le Front National conquiert une ou deux régions, incontestablement, ça va pousser dur. D'abord pour définir un véritable centre de gravité idéologique à cette espèce d'alliance de la carpe et du lapin qui est quand même aujourd'hui la droite. Et puis éventuellement, d'ailleurs dans certains cas, par des phénomènes de transfert de cadres intermédiaires qui lâcheront le bateau en route parce qu'ils auront en face d'eux un Front National qui sera en capacité de diriger. Ce qui est, rappelons-le quand même, quelque chose de totalement inédit. C'est pas rien de gérer pendant toute une mandature Nord-Pas-de-Calais et PACA, qui sont pas vraiment des régions périphériques. Donc ça peut effectivement rebattre les cartes. J'ajoute, si dimanche soir prochain, ça se passe pas très bien pour LR, UDI et Modem, on peut considérer que la primaire, elle commence dès lundi. Et elle commence sur un ton extrêmement violent. Il y a déjà des voix qui s'élèvent à droite pour contester la stratégie de Nicolas Sarkozy, Hervé Mariton et d'autres, Jean-Pierre Raffarin, Éric Woerth, tout à fait. Mais moi j'ai envie d'ajouter... Il n'a pas été soutenu plus que ça par Bruno Le Maire ce matin. Non. Le second tour, c'est le tour décisif, donc il faut effectivement attendre le second tour. Mais même si, au second tour, le Front National n'a aucune région, même si ça s'achève finalement par un peu la victoire occultée, et qu'on a pour la première fois une élection intermédiaire, les régionales, d'habitude, c'est quand même de relatif peu d'importance. Et qu'on a pour la première fois une élection intermédiaire, les régionales,
d'habitude, c'est quand même de relative peu d'importance, qui va effectivement recomposer, structurer le champ politique de manière différente et donc peser énormément, surdéterminer la présidentielle. Mais ce sont les régionales qui génèrent ça ou c'est tout simplement, finalement, cette espèce de libération, c'était la dernière haie avant qu'on aille vers la présidentielle? Les deux. C'est pas les régionales qui le fabriquent, c'est à l'occasion des régionales qu'on prend conscience de ce mouvement, de cette tripartition et de ce jeu de recomposition. J'ai envie de vous dire, c'est bien de restructurer, mais restructurer, ça veut dire quoi? Parce que c'est toujours les mêmes hommes, oui d'ailleurs, et plutôt des hommes. Enfin voilà, c'est d'ailleurs ce que suggérait ce matin Bruno Le Maire. Hein. C'est une des raisons du vote Front National qui pousse. Et puis il faut au moins qu'il y ait quand même des courants de pensée, ça existe, à droite et à gauche. Il y a un désir de renouvellement d'une partie des électeurs. Mais on l'entend partout, c'est manifeste. Des gens qui disent on en a assez de voir toujours les mêmes. Voilà. Roland Quérol? Moi, je crois que ce soir, Nicolas Sarkozy finit de manger son pain blanc. Il peut avoir le discours qu'il a depuis plusieurs mois. Il est président des Républicains. Il y a une ligne qui a été peu ou prou acceptée par les uns et par les autres. Et à partir de lundi prochain, les vraies difficultés commencent. Je ne connais pas un seul dirigeant des Républicains qui soit absolument convaincu que la ligne de Sarkozy est la bonne. Pas convaincu d'abord que c'est bon de garder toujours le même cheval, parce qu'ils sentent cette mise en cause dans l'opinion publique, et pas convaincu non plus que la stratégie que mène Sarkozy depuis le deuxième tour de la présidentielle, confirmée par le ni-ni, confirmée aujourd'hui par le ni retrait ni fusion, soit la bonne. Je crois qu'il y a de plus en plus de gens chez les Républicains qui sont persuadés que l'ennemi principal, c'est le Front National. Et qu'on ne peut pas faire comme si on traitait l'ennemi principal en pensant qu'on va lui couper l'herbe sous les pieds en prenant une partie de son programme. Mais Nicolas Sarkozy n'a cessé de le dire. Que l'ennemi principal, c'était le Front National et que c'était contre eux qu'il fallait se battre parce que sinon c'est eux qui allaient leur bouffer la laine sur le dos. Tout en épousant une partie de son programme. Et c'est là qu'il y a une contradiction qui devient de plus en plus criante. Moi, je pense qu'il y a là une véritable erreur d'analyse. Je ne parle pas d'un point de vue politique, ça n'intéresserait personne. Je pense que d'un point de vue d'efficacité électorale et politique, il fait une erreur d'analyse. Je pense qu'il l'a fait à la présidentielle. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas la gagner, ce qu'on avait appelé la fameuse ligne Buisson. Oui. Et je crois que cette façon de ne pas choisir, de ne pas vouloir jouer le moindre désistement républicain, de laisser notre ami Dominique Régnier présent au second tour dans sa région, je crois que tout ça, ça passe de moins en moins. Alors il y a ceux qui, dès aujourd'hui, prennent date, Nathalie Kosciusko-Morizet, Jean-Pierre Raffarin, les alliés UDI, mais je pense que tout le monde, notamment dans ceux qui sont candidats à la primaire contre Sarkozy, attendent le résultat du deuxième tour pour commencer sur ce fond stratégique une véritable offensive. Alors, dès aujourd'hui, et même d'ailleurs dès hier soir, maintien, retrait, fusion, c'est l'ensemble des alternatives qui s'offraient au Parti Socialiste et aux Républicains face à la vague FN. Dès 20h30, Nicolas Sarkozy clôt le débat à droite, ni fusion, ni retrait. Décision confirmée en bureau politique ce matin, vous l'avez rappelé, moins de voix, celle de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Jean-Pierre Raffarin. Jean-Christophe Cambadélis a lui confirmé le retrait de ces listes dans les régions où le PS arrive en troisième position. Ces listes sortent purement et simplement de ces régions pour 6 ans. Ça coince en revanche, je vous le rappelle, purement et simplement de ces régions pour 6 ans. Ça coince en revanche, je vous le rappelle, dans le Grand Est. Nous n'avons toujours pas de réponse définitive sur ce qui va se passer là-bas. François-Xavier Rigaud, Stéphanie Gillon et Yacine Mili. Il est 20h, voici nos premières estimations. Ce soir, le Front National obtiendrait 27,2% des voix. Retrait, fusion de listes, maintien. Depuis hier 20h, la question divise à droite comme à gauche. Mais les tractations seront de courte durée. Moins de 30 minutes après l'annonce des résultats, Nicolas Sarkozy clôt le débat et annonce qu'il n'y aura ni retrait ni fusion des candidats de son parti. Nous devons impérativement rester fidèles à nos convictions en refusant la tentation trop facile après ce premier tour de jouer avec les suffrages des Français en choisissant je ne sais quel arrangement tactique en contradiction totale avec ce que nous leur avons dit. Une stratégie entérinée à la quasi-unanimité ce matin lors du bureau politique des Républicains.
Ça aurait été une erreur, c'était le plus grand service qu'on pouvait rendre au Front National. Nous n'allons pas fusionner avec des équipes dont nous avons dénoncé jusqu'à samedi dernier la mauvaise gestion. Enfin, il y a un minimum de cohérence. Le retrait se pose dans une seule région, il ne faut quand même pas non plus tout confondre, une région sur 13. Et dans cette région, nous pensons que le retrait serait une mauvaise solution. Sur 67 participants, 2 exceptions, Nathalie Kosciusko-Morizet et l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Ma position est un retrait général de tous ceux qui sont troisièmes. C'est pour ça que je n'apprécie pas forcément ceux qui calculent en faisant la somme du Front de gauche, du PS, alors qu'on voit bien qu'ils ne votent pas les mêmes textes à l'Assemblée. Non, quand on est troisième, on se retire. C'est ma position, elle n'est pas majoritaire. À l'inverse, à gauche, le premier secrétaire du Parti socialiste a demandé dès hier soir à ses candidats, arrivés en 3e position, de se retirer pour faire barrage au Front National. Ce sacrifice pour notre idéal démocratique ne sera pas vain. Il démontre à la France que les socialistes savent être au rendez-vous de la République, quelles qu'en soient les circonstances. Une position soutenue par l'écrasante majorité des élus socialistes. Je pense que si on s'était maintenu, on aurait une campagne hystérique contre nous sur le thème « vous faites le jeu du Front National, vous êtes les alliés objectifs du Front National, etc. » C'est pas notre identité. Ça nous coûte, mais nous, on préfère prendre date pour l'avenir aujourd'hui, montrer que nous ne cédons sur rien du point de vue de nos valeurs et que nous sommes prêts à perdre une élection ou même à disparaître d'un conseil régional plutôt que de perdre notre âme. 2 candidats ont déjà annoncé leur retrait, l'un en région PACA, l'autre dans le Nord-Pas-de-Calais. En revanche, Jean-Pierre Masseret, arrivé en 3e position dans le Grand Est, refuse toujours de suivre les consignes de son parti et maintient sa liste pour le second tour. Non, pas de retrait. Le retrait, c'est en race campagne de se retirer, c'est renoncer à tout. Mais tous sont persuadés à gauche qu'il finira sous la pression de l'exécutif par retirer sa liste pour le second tour. Il n'est pas totalement absurde qu'il ait besoin de quelques heures pour réfléchir encore, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y aura pas de liste socialiste au second tour de cette élection régionale dans le Grand Est. Le Front National, de son côté, parle d'une stratégie suicidaire. Comme la secte du Temple solaire a décidé la secte du Temple solaire a décidé d'un véritable suicide collectif par l'intermédiaire du retrait de ces listes forcées. C'est leur choix. Je crois qu'ils auront de longues années pour regretter ce choix. Car ce retrait peut être le début de la disparition pure et simple du Parti socialiste. Et donne des leçons de démocratie aux élus socialistes. Alors là, je pense que vraiment, le Parti socialiste a fait un acte suicidaire et puis antidémocratique. Parce que quand on n'a pas gagné, on ne trahit pas les électeurs. Enfin, je veux dire que n'importe quel électeur qui a voté, c'est qu'il a voté pour qu'au cas où le Parti socialiste ne gagnait pas, eh bien, ils sont présents dans l'hémicycle. Ils portent la voix, ils discutent. Eh bien non, ils désertent. Je plains les électeurs qui sont là vraiment des cocus. Et je les plains de tout mon cœur. Date limite pour déposer les listes du second tour des régionales. Demain, 18h. Il aurait dû être avocat, Maître Collard. Oui, hein. Voilà. Alors, question de téléspectatrices ou de téléspectateurs. Masseret a-t-il raison de se maintenir au second tour? C'est une victoire du Front National. Maintenant, on peut comprendre son raisonnement. C'est vraiment les 2 lignes. Comment est-ce qu'on lutte contre le Front National? Est-ce que c'est plutôt à travers des retraits? Victoire du Front National. Maintenant, on peut comprendre son raisonnement. C'est vraiment les 2 lignes. Comment est-ce qu'on lutte contre le Front National? Est-ce que c'est plutôt à travers des retraits, des fusions? Ou est-ce que ce faisant, on n'accrédite pas l'idée qu'il y aurait du coup une sorte du MPS qui fera le jeu. C'est vrai pour Dominique Régnier, qui fut si souvent notre invité ici, dans la région Languedoc-Roussillon, enfin, dans notre famille politique. C'est pour ça que c'est très différent d'ailleurs quand les Républicains parlent de ce cas de figure, parce que le maintien de Dominique Régnier est justement là aussi pour éviter une victoire potentielle de Louis Alliot. C'est parce qu'il fixe comme ça des voix de droite dont on ne sait pas très bien comment elles se répartiraient si jamais Dominique Régnier se retirait. Donc en réalité, c'est l'inverse là de ce qu'on dit sur les autres régions. Jean-Yves Camus.
La fusion La fusion, faut quand même un petit peu, faut réfléchir à ce qu'on propose aux Français. On est perpétuellement en train d'accuser l'adversaire de toutes les turpitudes de la terre et subitement on fusionne. Invraisemblable. Le retrait, il faut savoir ce que ça signifie, matériellement, concrètement. Ça veut dire que pendant 6 ans, on est out de l'Assemblée régionale. Le retrait d'une liste, c'est un 0 élu pendant 6 ans. C'est 0 élu, c'est 0 collaborateur, c'est 0 suivi de dossier. C'est un travail phénoménal à faire pour reconquérir une région. C'est quand même pas une décision qu'on prend à la légère. Voilà, c'est plus qu'un sacrifice. Oui, Roland Quérol. Je n'arrive pas à comprendre cette espèce d'hostilité politique fondamentale à l'idée de la fusion. Notamment ce qui vient d'être dit à l'instant, que je comprends et que j'entends tout le temps, ça va faire... Parce qu'à longueur d'année, vous m'expliquez à moi notamment, excusez-moi Roland Quérol de vous interrompre, je vous redonne la parole, que sous la vie politique de la Ve République, on ne fait pas travailler ensemble les Républicains, c'est leur nom aujourd'hui, et les socialistes au sein d'un gouvernement d'union. Vous voyez ce que je veux dire? Je le dis et je le regrette, vous avez remarqué. Mais il se trouve que ce n'est pas vrai dans les régions. Il se trouve que dans les régions, il y a à peu près partout une très forte entente LR-PS, qui votent ensemble les budgets des régions, qui sont ensemble dans les exécutifs régionaux, et que les seuls qui votent contre, c'est le Front National. Donc, moi je dis, il existe déjà au niveau régional une espèce d'entente républicaine entre la droite et la gauche contre le Front National. Et vous croyez que ça s'explique sans confusion pour les électeurs, dont je ne doute pas de leur intelligence, hein, mais c'est justement, lever la confusion sur le plan idéologique, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'il y a des choses et des valeurs communes entre la droite et la gauche, et que ces valeurs, ils ne sont pas partagées avec le Front National. C'est le reconnaître, c'est pas concéder au Front National de la propagande, c'est dire c'est vrai, nous avons des choses qui nous rendent plus proches l'un et l'autre que nous ne le sommes du Front National. Je vous comprendrais parfaitement si ils ne s'insultaient pas dans les médias à longueur d'année, si à chaque fois qu'on fait une proposition de loi à l'Assemblée nationale, il y avait un tout petit peu plus de consensus sur des choses dont on sait très bien qu'en fait... Ça serait sûrement beaucoup mieux, et je trouve que notre système politique manque cruellement de culture du compromis. Mais voilà une occasion de montrer que le compromis serait possible entre républicains, et on ne le fait pas. Non, pas là, pas maintenant. La culture du compromis, oui, la culture du compromis, elle existe effectivement dans la gestion des assemblées départementales, dans la gestion des assemblées régionales. Mais là, si c'est une culture de compromis qui est simplement destinée à repousser une fois de plus le moment où le Front National prendra une région, honnêtement, c'est quand même de nature à alimenter cet état d'esprit assez répandu selon le national pendant ce mois d'élection. Alors, il existe dans la société française de longue date, mais ça allait de cette liste de soutien hybride à Christian Estrosi dans le sud pendant ce mois d'élection. Alors, il existe dans la société française de longue date, mais ça allait de cette liste de soutien hybride à Christian Estrosi dans le sud de la France, à nos confrères de La Voix du Nord, qui éditorialement, ils peuvent tout à fait le faire. Enfin, moi, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les SMS qu'on recevait ici, dans les commentaires que je voyais très souvent dans les émissions où des auditeurs ou des téléspectateurs prennent la parole, il y avait une sorte de fatigue sur arrêtez de nous dire comment il faut penser, arrêtez de décider pour nous. Je crois que les valeurs, c'est plus important que les SMS. Je crois que moi je suis en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il n'y a pas du tout intérêt. Je crois que toute la politique qui pendant 30 ans a consisté à essayer de marginaliser, d'abord dans les médias, souvenez-vous, le Front National n'était pas invité, ou quand on l'invitait, on se pinçait le nez. Cette politique de rejet, je crois qu'elle n'a fait que faire progresser le Front National. Et je ne veux pas critiquer mes petits amis, mais ceux qui, dans un quotidien d'information générale, appellent, alors qu'il n'y a plus malheureusement de pluralité de la presse régionale, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'on fasse régresser le Front National. Je pense qu'on fait régresser le Front National, si on est contre, par le débat, par la réappropriation. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est que la classe politique, que ce soit la droite ou la gauche, ce personnel politique, les Français ont le sentiment qu'ils ont abandonné les valeurs. Aujourd'hui, ceux qui parlent de République, de laïcité, hier, la seule qui a parlé de laïcité, c'est encore Marine Le Pen. Elle s'est appropriée le discours. Ne dites pas que vous êtes dupe. Le discours, mais je suis absolument pas dupe, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est quand même en termes d'affichage, de répétition, le seul parti qui parle
de ce que beaucoup de Français, une grande partie des Français, veulent entendre aujourd'hui. Et je ne crois pas que ça soit en faisant barrage. Quand on est à 27,8, on n'est pas les Français. J'entends bien, mais... Brice Teinturier. C'est un barrage purement tactique et purement circonscrit dans le temps des élections et du second tour. Ce n'est pas une bonne solution. Mais malgré tout, on ne peut pas, depuis des mois et des mois, considérer qu'il faudrait une recomposition politique, que les clivages actuels sont devenus obsolètes, que le système partisan verrouille de manière artificielle les courants d'opinion, que finalement il y a des points d'accord, beaucoup de points d'accord entre une partie de la gauche et une partie de la droite, et au moment où, certes, sous la pression de résultats électoraux, eh bien on pourrait commencer à essayer de mettre en œuvre cette recomposition, dire non, il ne faut pas, ou ce n'est jamais le moment, parce que c'est ce qu'on fait depuis des années malgré tout. Et la réalité, c'est que à force de se dire il faut remettre de la droite et de la gauche, c'est comme cela qu'on luttera contre le Front National. Eh bien, écoutez, on a tout essayé. Le Front National, il est maintenant à 28%. Oui, c'est pas au soir d'une soirée électorale que vous faites oui, ça. mais c'est jamais le bon moment. Moi, ce que je constate, c'est que tout le monde dit qu'il faut recomposer la vie politique, mais c'est jamais le bon moment. Résultat, ne se recompose jamais. Pardon. Et c'est peut-être pas avec les mêmes gens. C'est peut-être pas avec les mêmes gens. Troisième et dernière. Il faut en plus choisir. Troisième et dernier reportage de cette émission. Nous partons en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous en doutiez peut-être. Marion Maréchal Le Pen, c'est elle la sensation de ce premier tour. 26 ans et 40,5% des voix devant le maire de Nice, Christian Estrosi, à 26,5. Sur place, pardonnez-moi, Christophe Castaner, le candidat socialiste, s'est finalement retiré. Au Parti socialiste régional, les militants socialistes hier soir étaient en larmes. Au même moment, dans le QG de Christian Estrosi, seulement une vingtaine de militants, vous allez les entendre, qui se disent effondrés et avouent leur peur de l'avenir. Marion Maréchal Le Pen évoque, elle, une victoire de la jeunesse sur les vieux partis. Barbara Steck et Pierre Dehorne. Fermé. Au QG de Christian Estrosi, seule une poignée de supporters s'est déplacée. Il est 20h. Les premiers résultats tombent. Au QG de Christian Estrosi, seule une poignée de supporters s'est déplacée. Il est 20h. Les premiers résultats tombent. C'est l'effroi. Je suis catastrophée. Non, mais c'est bon. Je pensais que ça allait être serré, mais là c'est quand même une grosse claque qu'on se prend et ça fait peur. Ça fait peur pour notre région. Ah bah, il faut aussi qu'on se remette un tout petit peu en question quand même. Hein. Voilà, hein, parce que moi j'ai fait campagne, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont fait campagne. Hein. Le revers est d'ampleur. Le candidat des Républicains fait son entrée par une porte dérobée. Christian Estrosi a 15 points de retard sur Marion Maréchal Le Pen. Le score de Marion Maréchal Le Pen fait en effet peser sur notre région et sur le pays tout entier une des plus graves menaces de notre histoire politique. Cette candidate n'aura cessé d'insulter, de stigmatiser et de diviser les habitants de notre région. Toujours à Marseille, chez les socialistes, la soirée aura été sombre. Christophe Castaner est 3e. Dans un premier temps, le candidat souhaite se maintenir, mais Paris en décide autrement. À contre-cœur, il s'exécute. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, je prends mes responsabilités en me retirant de ce combat politique. Et j'appelle à faire barrage au Front National. Parce que jamais cette région ne se remettrait d'être incarnée par la candidate du Front National et par les idées brunes du Front National. Le sacrifice est conséquent. Pendant 6 ans, aucun élu de gauche ne siégera au conseil régional de PACA. La décision divise les rares militants présents. C'est une décision de réalisme, de sagesse. Je ne vois pas comment on pouvait faire autrement. Malheureusement, la situation est claire. J'irai voter blanc. Voilà, personnellement, j'irai voter blanc. Donc parce que aller choisir entre un candidat de Front National et un autre candidat de Front National déguisé, je vote blanc. Beaucoup doutent que ce désistement suffira à empêcher la victoire de Marion Maréchal Le Pen. En tête, loin devant. Son score est historique. Ce soir, le vieux monde des politiciens est mort. Leur logiciel méprisant et leurs leçons de morale aussi. Ils n'ont pas réussi à camoufler leurs échecs et leurs compromissions. Ce jour, c'est bien la République qui leur a donné une leçon. Le retrait de la liste socialiste sonne pour la jeune candidate comme une nouvelle opportunité d'attaquer ses adversaires et de dénoncer le Front républicain. Cette grande coalition ne nous effraie pas. Elle ne nous inquiète pas.
parce qu'elle est une fois de plus l'aveu de leur connivence. Une connivence, vous le savez, que nous dénonçons depuis maintenant longtemps. Christophe Castaner, hier, a trahi tous les arguments de campagne qu'il avait développés au cours de ces dernières semaines. Lui qui n'avait eu de cesse de renvoyer dos à dos Christian Estrosi et le Front National, parlant de l'extrême droite et de la droite extrême. Ce matin, Christian Estrosi a repris sa campagne. Le déplacement est symbolique. Vitrolles, une ancienne terre frontiste. Je ne supporte pas le Front National, qui est l'héritage du pétinisme. Je me reconnais dans l'héritage du gaullisme social, tout simplement, qui finit toujours par l'emporter, et que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle l'emportera dimanche prochain. Les charges sont violentes. Le match en et que dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, elle l'emportera dimanche prochain. Les charges sont violentes. Le match en PACA sera serré. Alors, ce commentaire et cette question de téléspectatrice ou de téléspectateur, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le score réel du Front National est de 20,42% des inscrits. C'est peu. Pourquoi ne parle-t-on pas de cette réalité? Il faut peut-être en parler aussi. Ah, on peut en parler, mais à ce moment-là, il faut le faire. Rien, hein. Ça ne change rien. Voilà, il faut juste le faire pour tous les candidats, et à ce moment-là, ça baisse dans les mêmes proportions les résultats de chacun des candidats. Donc on peut raisonner en inscrits, et c'est vrai que c'est intéressant, ça ramène à sa juste proportion le nombre d'électeurs qui véritablement a voté pour Pierre-Paul Oujac. Mais à l'arrivée, ça vous montre quand même que la dynamique du Front National, elle a existé, en tous les cas, qu'il est devant les listes menées par Christian Estrosi. Et accessoirement, si on se sent concerné, il faut aller voter, quel que soit le bulletin qu'on met dans le... Et oui, c'est les suffrages exprimés qui comptent. D'ailleurs, c'était intéressant, je trouve, cette espèce de surprise qui a l'air de prendre les militants autour d'Estrosi, parce que quand même, l'un des vainqueurs de cette campagne, c'est les sondages. Oui. On a eu plein de sondages, et les sondages étaient bons, et ils avaient, à l'avance, déjà montré l'évolution qui tendait vers ces 15 points d'écart. Excusez-moi, là encore, on donnait des leçons de morale à la terre entière en expliquant qu'il y a les sondages qui disent que Marine Le Pen va gagner. Oui, c'est fait. C'est fait. D'accord, on est bien d'accord. Vous ajoutez quelque chose? Ce qu'il faut souligner, c'est que pour les candidats LR, et notamment Christian Estrosi en région PACA, ce qui était extraordinairement difficile, c'est qu'il avait deux adversaires. Il devait à la fois être l'adversaire de la gauche, parce que son camp le lui réclame, et s'il ne le faisait pas, eh bien, il y avait des électeurs qui ripaient vers le Front National, et puis en même temps, il fallait aussi qu'il s'oppose au Front National. Eh bien, quand vous avez deux adversaires dans une campagne, on en a eu la démonstration, ça ne fonctionne pas, votre message est brouillé. Oui, c'est sûr que le message des Républicains était un message... C'était un peu vrai aussi pour Xavier Bertrand, à un moment. Effectivement, en fonction des sondages, on sentait qu'il y avait des infléchissements dans les discours qui étaient... Et c'est tout ce que reproche d'ailleurs une partie de l'électorat traditionnel de la droite républicaine, puisque c'est comme ça qu'on peut l'appeler. C'est justement ces oscillations et... Ces sentiments de main tendue. Estrosi, par exemple, a eu pendant sa campagne, je crois, quelques mots pour les intellectuels et les artistes de gauche de la région PACA. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à recevoir. Moi, j'ajouterais un petit détail qui a son importance sur un plan pédagogique. Oui. C'est que la liste qui arrive en tête dimanche soir prochain, il n'y a pas de troisième tour. Hein. Elle a d'office un quart de siège d'autorité, un quart de siège en plus. Oui. Vous nous expliquez la loi spécifique électorale qui concerne cette élection, c'est que le premier arrivé en tête se prend un bonus de 25%, quoi qu'il arrive, des places au sein de l'Assemblée régionale. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, puisque on peut considérer que peut-être que cette nouvelle règle était faite pour contrer le Front National. Souvenez-vous de ce qui s'était passé en 1998, où tout s'était joué au troisième tour à l'élection du président de l'Assemblée régionale, où dans 4 régions, si ma mémoire est bonne, 5, il y avait eu des tentations, on va dire, de la part de la droite républicaine pour tendre la main au Front National. Donc là, c'est plus possible. C'est dimanche soir que ça se joue. On peut s'arrêter un instant sur la personnalité de Marion Maréchal Le Pen. Voilà, 26 ans, une aisance déconcertante. Elle ne recule devant rien. Alors, son grand-père aime bien dire « bon sang ne me saurait mentir hein, », c'est ça sa formule. Voilà, il y a une personnalité qui est en train de s'imposer dans la vie politique française, incontestablement. De s'imposer, et on la reconnaît à peine par rapport à la jeune députée arrivant au Parlement, s'exprimant avec difficulté. Elle a pris une aisance incroyable. Elle est un cocktail étonnant de la droite la plus à droite du Front National,
Hein, elle a encore, alors elle sur la xénophobie et le racisme, elle ne craint personne. Elle nous a encore expliqué qu'on ne pouvait pas vivre dans cette République si on portait une djellaba. Enfin, elle y va d'une façon ahurissante. Elle suit pas la banalisation. Elle est restée Front National historique. Et en même temps, elle a cette espèce de fraîcheur de quelqu'un qui parle comme quelqu'un de sa génération. Ça fait une espèce de rupture par rapport à l'image traditionnelle du politique qui, j'en suis sûr, lui donne un vrai plus. Oui, mais je crois que précisément c'est parce qu'elle dit qu'on ne peut pas vivre dans cette République avec une djellaba qu'elle a beaucoup de succès. Et je crois, je vais dire à Roland aussi que, c'est le double y compris cocktail. le Premier ministre actuel qui s'appelle Manuel Valls, je ne suis pas persuadé que lui aussi partage le fait qu'on puisse vivre avec une djellaba dans notre pays. Je fais un tour très rapide, excusez-moi, parce que je ne sais pas si les Français vont pas voter, mais en tout cas les téléspectateurs sont présents, les SMS sont extrêmement nombreux. Alors voilà, rapidement. Elle incarne une forme de renouvellement qui est très puissant, hein, qui agit beaucoup en termes d'attractivité sur les électeurs. Et puis il faut quand même souligner que le fait que la campagne ait été nationalisée à cause aussi des attentats et du climat fait que inaudible. Et ça, c'est une difficulté supplémentaire pour le candidat Estrosi. Un dernier mot. Difficulté supplémentaire pour le candidat Estrosi. Un dernier mot. Catholicisme culturel, libéralisme économique, aisance incontestable, je ne dirais pas de tribun, mais en tout cas de communicants de politique. La loi et l'ordre en toile de fond. La jeunesse, et dans une région où ça compte. Et puis effectivement une manière décomplexée à la fois de ne pas manier le racisme hiérarchisant comme Jean-Marie Le Pen pouvait le faire, tout en disant des choses extrêmement radicales sur cette demande d'autorité qui est particulièrement puissante en Provence-Côte d'Azur, puisque c'est une région de frontière d'une certaine manière. Les SMS. De faire tourner les questions, je compte sur vous. Les 50% d'abstentionnistes constituent-ils une réserve de voix? Et si oui, pour qui? Une réserve de voix, oui. Pour qui? C'est tout l'enjeu. On n'en sait rien. On n'en sait rien. On ne peut pas répondre. Allez, hop, je passe à la prochaine, si elle arrive. Se retirer, bravo. Bravo les gars. Se retirer, c'est renoncer, abandonner, battre en retraite, capituler, démissionner. Ce n'est pas glorieux ni responsable. C'est quelque chose qu'on peut entendre, ça aussi. J'ai bien compris ce que vous nous disiez tout à l'heure sur... voilà, il y a des moments importants dans la vie et dans l'histoire politique qui nécessitent des grandes décisions. Et en même temps, je comprends, sans forcément les prendre toujours au pied de la lettre, ceux qui nous disent, on le voyait notamment dans les sympathisants socialistes il y a quelques instants, on ne va pas passer notre temps... Un sondage qui est tombé, enfin, je ne sais pas si Brice confirme, mais de Harris Interactive aujourd'hui, qui montre que, pas les 2/3, mais 60% des électeurs socialistes notamment, voient d'un mauvais œil. Non, voient d'un bon œil. Oui, pardon. Oui. Voient d'un bon œil le retrait dans les deux régions en question. La tradition quand même du système à deux tours, parce que la France, dans son génie, a inventé les élections à deux tours. On est encore parmi les rares à pratiquer cette chose inouïe. C'est agréable pour nous, on se voit 2 fois dans la même semaine. Ouais, c'est bien. Mais la tradition, c'est au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Si on veut être sûr de pouvoir éliminer, il faut accepter de temps en temps de ne pas participer à ce deuxième tour. Pourquoi Martine Aubry ne s'est-elle pas présentée en Nord-Pas-de-Calais-Picardie? Aurait-elle obtenu de meilleurs résultats? Moi, je ne crois pas qu'elle aurait peut-être pas obtenu de meilleurs résultats. Elle ne s'est pas présentée parce qu'elle avait peur de perdre. C'est aussi Moi, je pense qu'on lui reprochera de ne pas avoir eu le courage d'y aller à un moment ou l'autre. Ce procès-là va lui être peut-être fait, surtout qu'elle s'exprime aujourd'hui. Enfin, cela dit, elle a dit qu'il fallait se retirer. Donc, c'est une très forte personnalité de la vie politique française. Elle a une aura dans sa région. Elle a des responsabilités importantes. Et elle n'est jamais en retard pour donner elle aussi un cours de morale. C'est vrai, elle donne souvent des cours de morale, mais il y a des éléments psychologiques qu'il faut comprendre chez Martine Aubry. Il y a une histoire chez Martine Aubry. Je vais faire très vite. Martine Aubry a toujours rechigné à se présenter à une élection importante. Et là, c'était une élection importante parce que c'était une élection très risquée pour elle. Si elle se faisait battre, étant une des figures du Parti socialiste, c'était pas glorieux. On lui a forcé la main pour se présenter à la primaire pour l'élection présidentielle de 2012. Elle ne voulait pas y aller. Et finalement, elle y est allée puisque il y en a quelques-uns qui sont allés la voir en disant « il faut que tu te présentes ». Donc, dans cela, elle est un peu comme son papa, comme son père, Jacques Delors, qui avait renoncé à se présenter en 1995. La carrière politique de Mélenchon a-t-elle pris fin hier?
Quand j'ai vu les résultats de Debout la France, Dupont-Aignan... Pas Debout la France, Mélenchon. Pardon, oui, non, mais justement, excusez-moi, les premiers résultats, puisque j'étais en train de vous suivre à ce moment-là, qui montraient que Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan avait... Il faut quand même rajouter que dans le score du Front de gauche, il faudrait... Dupont-Aignan, il a gagné. Il faut rajouter que dans le score du Front de gauche, il faudrait... Dupont-Aignan, il a gagné hier soir, entre autres. Mais il faudrait rajouter une partie des listes écologistes Front de gauche qui étaient alliés. C'est-à-dire qu'on a les écologistes et leurs alliés, et parfois, dans deux régions notamment, c'était des listes d'union avec le parti de gauche. Il s'est pris une baffe ou pas, pardon, mais malgré pour cela, parler comme dans Astérix. Oui, mais pour dire les choses clairement, oui. Et les on a bien vu, c'est un front de gauche qui est de plus en plus restreint et qui se marginalise, notamment dans des régions où il avait un bastion historique. D'une façon générale, quand même, toute cette gauche de la gauche, on n'en a pas parlé dans l'émission. Oui. Le Front de gauche, les écolos, etc., le Parti communiste, etc. En 2010, aux dernières régionales, ils faisaient pratiquement tous ensemble à peu près autant que le Parti socialiste. Cette fois-ci, ils font moitié moins. C'est-à-dire que la base d'opinion de cette gauche de la gauche s'est encore rétrécie. C'est un vrai problème pour le Parti socialiste. Il a des alliés qui pèsent de moins en moins. Un dernier mot là-dessus ? Réflexe de vote utile, d'une part, et puis d'autre part, incompréhension d'une bonne partie de l'électorat qui pense que passer son temps à taper sur le gouvernement, c'est tout de même, à un moment donné, taper contre son camp. Le grand perdant de ce premier tour n'est-il pas Nicolas Sarkozy ? C'est un peu ce qu'on peut se dire. C'est un peu dur de dire ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de perdants dans cette histoire. Oui. Faut pas oublier. Et puis il va falloir attendre le second tour. Mais, mais quand même, c'est difficile de ne pas dire. En tout cas, c'est difficile de ne pas. Quand même, la moitié des Français qui n'ont pas voté. Alors, je ne pense pas qu'ils aillent beaucoup plus voter la semaine prochaine. Français qui n'ont pas voté. Alors, je ne pense pas qu'ils aillent beaucoup plus voter la semaine prochaine. Je pense que s'il y a 4 ou 5 points de plus, ça sera le maximum. Généralement, il y a plus de votants. Peut-être que les échelons régionaux vont reprendre un peu de... Oui, mais enfin bon, surtout que, sincèrement, les Français ont bien compris que les régions n'ont pas beaucoup de pouvoir, pas plus aujourd'hui. Merci.